Troisième et dernière partie de notre émission, troisième et dernière partie de Frontal, le rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun. Visiblement, l'année 2025 est une année électorale sur le continent. Le 12 octobre, les Camerounais iront aux urnes. Le 25 octobre, les Ivoiriens iront aux urnes. Le 23 novembre, les Bissau-Guinéens iront aux urnes élire le président. C'est une véritable année électorale, l'année 2025. Serge Eric Meunier, vous aviez dit quelque chose dans la première partie de l'émission sur lequel j'aimerais bien revenir. Je sais que ça va rendre malheureux notre ami Tchounkwa. Vous dites la machine RDPC, la machine BIA est telle que au soir du 12 octobre 2025, on ne peut pas avoir un autre vainqueur que Paul Biya. Ce serait pour le coup une vraie surprise que ce soit différent, bien que ce soit pas du tout ce que je souhaite. Il se trouve que l'idée est, pour contrebalancer cette trajectoire qui s'annonce, c'est une coalition autour d'un candidat. Mais le problème dans des pays faibles institutionnellement, c'est que il demeure le problème de la sincérité du vote. Parce que celui qui organise les élections a les outils pour favoriser le résultat. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, dans votre introduction, vous me présentiez comme étant plutôt pessimiste, quelle que soit l'issue. C'est justement par rapport à ça. C'est-à-dire que la faiblesse institutionnelle fait que le système est fait pour fonctionner. Autrement dit, on le dit souvent beaucoup plus trivialement, on ne peut pas organiser les élections et les perdre. C'est ce qui... il y en a qui l'ont perdu, hein. Et c'est ça, en fait. Au Bénin, on l'a connu plusieurs fois au Bénin. C'est l'un des rares exemples démocratiques en France, le Bénin et le Sénégal. Au Sénégal, bien sûr. Qui échappent à cette malédiction. Et puis il y a des pays anglophones aussi. Hein. Oui. Au Libéria, George Weah a organisé, il a perdu. Ah oui, bien sûr, il est parti au Ghana, bien sûr. Non, mais en Afrique francophone, c'est un problème en Afrique. Il y a un vrai problème. Et là, après la Côte d'Ivoire aussi, c'est... Voilà. Mais il y a un vrai problème et personne aujourd'hui ne peut dire ce qui va se passer. Au Cameroun, c'est beaucoup plus rassurant que la Côte d'Ivoire, par exemple. Mais il y a un problème par rapport à ça. Il n'y a aucune garantie que même avec un candidat unique, arithmétiquement, qui pourrait faire la différence, que ça se confirme dans les résultats. Bon. Puisque les jeux sont faits, consacrons le reste du temps de cette émission à approfondir les réflexions qui sont transversales aux pays du continent et qui transcendent le Cameroun. Vous dites quelque chose. Serge Eric Meunier à la page 63 de ce livre. L'Afrique sera-t-elle la catastrophe du XXIe siècle? L'incroyable déni de l'afro-optimisme. Vous dites, je vous cite, Serge Eric Meunier, l'absence d'un agenda holistique, enfin global, l'absence d'un agenda holistique avec des projections à long terme et des anticipations de réponses à tous les niveaux indique que le continent se dirige vers une catastrophe. Il y a le changement climatique qui est un bouleversement que l'humanité n'a jamais connu, qui est autoritaire, qui ravage les cultures. Ça, c'est pas la faute de Paul Biya. Voilà, c'est pas, justement. Et derrière, pour une fois, comment on s'organise Comment on s'organise par rapport à ça? Parce qu'on constate que le changement climatique ne provoque pas les mêmes conséquences selon là où on se trouve. Les sécheresses, il y a deux exemples très pratiques. Il y a eu les mêmes sécheresses, déjà ils sont très proches, entre l'Espagne et le Maroc. On s'est rendu compte que les impacts sur les agriculteurs n'étaient pas les mêmes au Maroc qu'en Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne avait des infrastructures pour tempérer les effets du changement climatique et le Maroc pas du tout. Donc c'est tout ça l'enjeu. C'est-à-dire que comment on s'organise aujourd'hui avec ce changement? Comment on s'organise aujourd'hui avec l'arrivée d'un homme comme Trump qui plonge la planète entière? Mais au-delà de la question climatique, Serge Eric Meunier, quand vous parlez d'absence de projection
à long terme. J'entends vision sur tous les plans, politique, économique, etc. Nous sommes dans le tout de suite. Nous ne sommes pas on ne s'inscrit pas dans le long terme, mais ça vient d'où et comment on y met fin. Pourtant, nos intellectuels, nos élites ont été formés, ont des compétences, ils ont de grands diplômes, ils ont fait de grandes universités. Qu'est-ce qui fait qu'une fois retournés au pays, on n'arrive pas à mettre en œuvre les connaissances théoriques que nous avons apprises? Les systèmes, les mauvaises habitudes, la faiblesse des institutions, qui font que les gens, bien qu'ayant été formés à l'étranger avec un très bon niveau de compétences, se fondent dans le système déjà parce que pour qu'ils puissent, eux, gagner leur vie, ils ont besoin de rentrer et d'utiliser les codes du système qui contrôle tout. C'est tout ça l'enjeu, le problème. On le voit, je reviens encore là-dessus, je m'excuse, la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que où on a un candidat qui paraît évident pour tout le monde, pour ne pas le citer, Tidjane Thiam, parce qu'il est a priori compétent. Et il y a le système qui se déploie. Et c'est tout ça l'enjeu. Le problème, il est là. Et tant qu'on n'aborde pas ça, on aura ce qu'on fait, c'est des chaises musicales. On aura beau mettre telle ou telle personne. Moi, je regarde toujours. Depuis très longtemps, je suis focalisé sur l'Asie parce que je pense qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre l'Asie et certains pays, oui, bien sûr, et certains pays africains. Ça, c'est très vrai. Et depuis les années 60, les deux trajectoires se sont séparées. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on avait des présidents autoritaires qui savaient ce qu'ils voulaient, plutôt scientifiques, pas corrompus. Aucune maison à Paris, on ne les voyait pas. Le président chinois, combien de fois il était à Paris? Et il n'y a pas d'élection là-bas. Pourtant, ils sont maintenant... Voyons à Singapour. Combien de fois? De cette référence à l'Asie du Sud-Est pour chercher les éléments de solution. Ouais. Je voudrais commencer ce sujet. Il est vrai, comme il insinue depuis, que quand on regarde les années 1958, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Malaisie, ils sont au même niveau que le Cameroun. Et pourtant, ils ont les mêmes dotations économiques. Qu'est-ce que j'entends par dotation économique? Au Cameroun, on trouve du cacao, on trouve de l'EVA. Il en est de même en Malaisie. Vous parlez des mêmes opportunités, même potentialités. Oui, on dit en économie, des dotations économiques, oui, bien des sûr. matières premières. Bien sûr, bien sûr. Donc, au Cameroun, il y a des problèmes ethniques que l'on aborde souvent. En Malaisie, il y en a. Quels étaient les problèmes ethniques en Malaisie? En Malaisie, il y avait les Malais, il y avait les Chinois, les Indiens qui s'entretuaient entre eux, qui se coupaient la tête. Mais il y a eu un grand homme, un médecin, j'ai oublié le nom, qui est venu, ils se sont unis, ils ont mis fin, véritablement fin à la colonisation britannique et ont choisi de développer leur pays. Au Cameroun, malheureusement, il n'y a pas eu rupture de la période coloniale et la période dite de l'indépendance. C'est la jouissance. C'est ce voilà. que Dumont... En quoi, sur le plan économique? L'Afrique noire est mal partie. C'est ce que René Dumont disait. Oui. C'est-à-dire que les élites africaines ont remplacé les colons. Donc, ils ont perpétué un système. Voilà. Pour l'illustrer, par exemple, en Malaisie, on produit l'EVA. Au Cameroun, on produit l'EVA. On produit l'EVA au Cameroun, on le prend brut, on envoie en Europe. En Malaisie, on produit l'EVA, on le transforme. On fabrique les fibroscopes, on fabrique les pneus. Ce qui donne quoi? Ce qui valorise, ça crée de l'emploi. Quand on a de l'emploi, on a le logement. Quand on a l'emploi et le logement, on a la santé, Monsieur Milly. Voilà, donc, ils ont transformé, leurs matières premières ont été transformées pour ajouter de la valeur. Au Cameroun, on a vendu le bois brut, on ne l'a pas transformé pour augmenter nos revenus. Voilà, donc, si l'on veut dire qu'aujourd'hui, vous avez mis, quels sont les grands défis qui attendent? Oui, c'est ça, c'est ça. Au terme de ces élections, ce qu'il faut pour le Cameroun, que ce soit le gouvernement supporté par Alain Jules Meunier, mon compatriote, et que ce soit de l'opposition camerounaise, l'impératif
qui est transversale, vous utilisez ce mot tout à l'heure, pour tous les Camerounais, c'est la transformation de nos matières premières. Ça veut dire le fer que nous avons, on doit le transformer. Faire de la sidérurgie, ça va créer des emplois pour tous les Camerounais. Monsieur Tchinkwa, la question générique de base que j'ai posée, c'est pourquoi l'ingénieur camerounais et l'ingénieur malaisien, formés dans la même école, une fois retournés dans leur pays, ne se comportent pas de la même manière? Le cadre. Monsieur, pourquoi? En réalité, il ne s'agit pas... En Chine, par exemple, les ingénieurs et tout n'étaient pas formés en Europe. Oui. Ils les ont formés sur place. Au Cameroun aussi, on a formé des ingénieurs agronomes, des ingénieurs de civils. Oui. Mais on est dans un système que tous les gens ont décrit comme il n'y a pas eu rupture à l'indépendance. Pendant la période coloniale, il n'y a pas eu la volonté du colon d'industrialiser, de faire que nous soyons... Mais les Malaisiens n'ont pas attendu que quelqu'un le fasse. Mais ils ont renversé. Ah oui, mais ils ont renversé le colon et il y a eu rupture. Vous saviez que la Malaisie était une colonie britannique. Il y a ce que l'on appelait l'Indirect Rule. Oui. L'Indirect Rule, ça veut dire colonisation indirecte. L'Indirect Rule... L'administration. Voilà. La politique coloniale de l'Afrique... francophone, française, équatoriale et tout le reste, a été l'administration directe. Donc, la Malaisie a fait une rupture. Le Cameroun n'a pas fait cette rupture. C'est-à-dire que ce soit le président Biya, que ce soit le président Ahidjo, il faut que ce soit les nouveaux dirigeants du Cameroun. Aujourd'hui, on constate une certaine chiromania. Ça ne suffit pas. Il faut que les responsables camerounais prennent en main le fait qu'il faut de l'industrie, il faut industrialiser le Cameroun pour le bénéfice de tous les Camerounais. Il faut transformer pour créer des revenus pour donner cela aux Camerounais. Je pense que M. Meignet doit adhérer à cette option-là. Je vous laisse la parole. Oui. Et sauf que l'aspect, oui, et Alain Jumené, l'aspect sur lequel j'aimerais que vous insistiez surtout, et par rapport auquel il faut apporter un éclairage, c'est comment se fait-il que nous n'avons pas, je m'inclus dedans, ça me concerne, tout le monde est concerné, la culture du bien public. Parce que tout ce qu'il dit là, si tu n'aimes pas ton pays, si tu n'as pas le souci du bien, de l'intérêt général, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui fait que, quand nous sommes à des postes stratégiques, nous pensons d'abord à nous-mêmes, à nos poches et aux nôtres? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre en avant l'intérêt général? Ben, écoutez, l'Africain, ça je le reconnais, hein, il faut dire la vérité, l'Africain est jouisseur. Ça, c'est une réalité. Alors, on parlait tout à l'heure de... C'est ça l'excuse? Non, c'est pas une excuse, justement. C'est pas une excuse. Mais je crois quand même qu'il faut dire certaines vérités. Hein. Oui, on peut jouer ensemble aussi. Il y a une culture anglo-saxonne. Vous avez évoqué l'Asie du Sud-Est. Il s'avère que je suis spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Oui. Justement, j'ai fait un master concernant la Chine, Pakistan, etc. Nous avons tous la même culture. Donc en fait, je me suis imprégné en fait, de cette culture-là. Bon, est-ce que j'ai eu la force, l'opportunité de pouvoir mettre ça en pratique chez moi? Non, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de nous brandir tel comme la personne, le Messie qui va apporter ceci ou cela, parce qu'on a parlé tout à l'heure, on était encore dans la politique de l'homme qui reçoit tout le monde. Franchement, c'est un sacré vaudeville, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est... C'est une espèce de théâtre de boulevard. C'est-à-dire que, voilà quelqu'un, on dit souvent qu'il faut entrer dans le système pour tout changer. Voilà quelqu'un qui était dans le système pendant 7 ans. Tu parles d'Issa Chiroma, là? Non, attention. De son champion. Ah, de Maurice Kamto. Qui est resté 7 ans au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a changé? Rien du tout. Ouais, il était ministre. Non, mais attendez, on peut changer quand on est... Alors là, encore une grosse falsification. Je ne veux pas parler de ça parce qu'il y avait des experts de partout. Bref. Oui, c'est vrai. Bref, les gens se sont accaparés de ça, malhonnêtement, malheureusement. Non, mais il a joué un rôle important. Comme tous les autres, professeur Owona et tous les autres. Oui. Bref, mais ne ramenez pas le débat à une question de personne. C'est vous qui me parlons du système. Non, je suis en train de dire de la mentalité qui nous arrière. Oui, tout à fait. On est resté, effectivement, j'adhère à cela, c'est-à-dire que la colonisation française,
est telle que, je l'ai dit, et je le dis tout le temps, la France n'est jamais partie. À partir de ce moment-là... C'est ça l'excuse encore aujourd'hui, en 2025. La France n'est jamais partie. Peut-être qu'il n'y a pas eu cette volonté politique, je ne vais pas dire, parlons trivialement, de bouter hors d'Afrique ou du Cameroun la France. En revanche, il faut comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dynamique, n'est-ce pas, d'espèce de brutalisme où on va carrément dire aux gens de partir. Il faut gérer les choses de bien belle manière. Alain Jumelet, le franc CFA est un obstacle. Votre compatriote l'a dit, le Cameroun, c'est plus de 60% ce sont plus de 60% qui ont moins de 25 ans. Quand nous avons l'occasion de parler comme ça de ces problématiques, soyons concrets. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que pour réussir à un concours, il faut connaître des gens? C'est ça la vraie question. Oublions, est-ce que ça c'est aussi le problème de la France? C'est la France qui fait que pourquoi je réussisse à un concours au Cameroun, je connaisse quelqu'un. Je vais vous dire. Ou que je paye de l'argent. Je vais vous dire, c'est encore des rumeurs. Ah, c'est des rumeurs. Il y a des cas. Mais ce n'est pas spécifique au Cameroun. Mais si vous pensez que c'est des rumeurs, il n'y a pas de problème. On parle du Cameroun, non? Oui. Je vous dis que ce sont des rumeurs. Vous savez, c'est des rumeurs. Il y a des gens qui ont tendance à croire que, parce qu'on est positionné, forcément, on est coopté. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je connais la plupart des gens, on va dire, bien positionnés qui envoient leurs enfants étudier en France, étudier aux États-Unis. Mais moi, je ne vous parle pas de ces gens, je vous parle de... Je suis en train de... Parce que vous avez évoqué le fait que, oui, voilà... oui, mais ce n'est pas spécifiquement camerounais, attention. Non, il y a cooptation à tous les niveaux. C'est complètement faux. À partir du moment où, et je parle de ces exemples-là, les gens qui envoient leurs enfants étudier, par exemple, en Occident, est-ce qu'il y a la corruption ici? Comment font ces enfants pour réussir? Donc, je crois qu'en certains moments, il y a plein d'enfants de planteurs qui ont réussi. Ne me dites pas. Sinon, ça veut dire que ces gens-là, ils sont quoi? C'est vrai qu'il y a la polygamie chez nous. Ils ont combien? Ils ont 30 enfants pour qu'une promotion, par exemple, de l'ENAM, de l'ESTIC, etc., où, effectivement, j'ai fait des trucs. Mais il faut arrêter cela. Merci. La compétence. Alain Jules Meunier, merci. Monsieur Fidèle, tu me crois d'avoir participé à cet échange. Vous avez parlé, Serge-Éric Meunier, de Monsieur Dumont, dans cette émission qui a écrit l'Afrique noire. Très avant-gardiste. Très avant-gardiste. Alors ça me permet de finir cette émission avec une petite anecdote. Quand il avait écrit l'Afrique noire est mal partie, le président sénégalais l'oppose. Il était à Dakar, il enseignait à Dakar. Le président sénégalais l'avait expulsé du Sénégal parce qu'il trouvait... Le président Idio aussi. Son bureau. Parce que n'avait pas porté de costume. Il trouvait insupportable qu'un agronome blanc vienne nous expliquer que nous sommes mal partis. Et au bout de quelques années, effectivement, René Dumont a été chassé de Dakar. Au bout de quelques années, le président sénégalais... 4 ans après. Le président sénégalais a demandé qu'on lui fasse venir René Dumont. Il était à Paris. On lui apporte le message du président Léopold Sédar Senghor qui le reçoit à la présidence à Dakar. Il lui dit, Monsieur Dumont, vous aviez dit il y a quelques années que l'Afrique noire est mal partie. Je vous ai fait expulser du Sénégal et je vous ai fait venir pour vous dire que vous aviez raison. La question aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes toujours sur le mauvais départ ou sur le bon départ? Le débat est lancé. Merci à vous. Merci. Je pourrais vous dire que je vous remercie d'être venu. Nous avons fait ce débat. Il faut quand même que nous sachions que l'espoir est possible. Les Camerounais rêvent d'un changement. Le changement signifie le changement de leurs conditions. Merci. Le changement de leurs conditions sur tous les plans. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Cameroun qui tient sa présidentielle le 12 octobre 2025. Merci à vous d'avoir été nombreux à notre compagnie et restez fidèles à nos programmes, au programme de NCA, la nouvelle chaîne africaine, désormais sur le bouquet Canal Plus Afrique 573. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.